Commençons par les fusils de combat standard. M1 Garand. Le plus grand instrument de combat jamais conçu servait de fusil standard pour l'armée américaine et le corps des Marines. Il disposait d'un système semi-automatique à emprunt de gaz, tirant la puissante cartouche .30-06 Springfield, permettant aux soldats de délivrer 2 à 3 fois la puissance de feu des troupes ennemies armées de fusils à verrou. Malgré son ping, caractéristique lors de l'éjection automatique du clip en bloc de 8 cartouches, il assurait une supériorité tactique inégalée et devint un symbole de la puissance industrielle américaine, avec plus de 4 millions d'exemplaires produits par Springfield Armory et Winchester. M1903 Springfield. Le vénérable vétéran servait de fusil de réserve et spécialisé dans toutes les branches. Il disposait d'un verrou modifié de type Mauser avec une précision exceptionnelle et un chargeur interne de 5 cartouches, permettant de rester efficace même avec l'arrivée des semi-automatiques. Malgré son obsolescence technique en 1941, il assurait un service fiable dans des rôles allant de l'entraînement au lancement de grenades à fusil et devint un symbole des traditions de tir américaines. M1903A3. Le cheval de labour militaire de Remington et Smith Corona servait de variante produite en masse qui maintenait le flux de fusils vers le front. Il disposait d'une construction simplifiée avec des pièces en tôle embouties et des organes de visée montés à l'arrière au lieu du système complexe sur le canon, permettant une production accélérée pour combler le déficit jusqu'à ce que l'approvisionnement en Garand réponde à la demande. Malgré sa finition utilitaire de guerre, il assurait une précision pratique améliorée pour les soldats moyens et prouvait que l'efficacité pouvait égaler la qualité avec environ 950 000 exemplaires produits. 1917 Enfield. Le géant oublié émergea des stocks de la Première Guerre mondiale pour servir de fusil d'entraînement et de soutien lorsque la nouvelle production ne pouvait suivre le rythme. Il disposait d'un verrou robuste basé sur le P14 avec une capacité de 6 cartouches, une de plus que le Springfield, permettant à des centaines de milliers d'être distribués pour l'entraînement, la défense intérieure et les programmes de pré-bail. Malgré qu'il s'agissait d'une mesure provisoire, il arma les forces de la Home Guard britannique, les nationalistes chinois et les scouts philippins, prouvant que l'ingéniosité américaine signifiait mobiliser chaque arme disponible. Viennent ensuite les armes de défense personnelle, conçues principalement pour les troupes qui avaient besoin de plus de puissance de feu qu'un pistolet mais moins d'encombrement qu'un fusil de combat. M1 Carbine. L'arme américaine la plus produite de la guerre servait de carabine standard pour les officiers, conducteurs, servants d'artillerie et personnel de soutien. Elle disposait du système innovant à piston à course courte de David Carbine Williams avec des chargeurs détachables de 15 ou 30 cartouches, permettant un tir rapide avec un recul minimal grâce à la cartouche .30 Carbine plus légère. Malgré la controverse sur son pouvoir d'arrêt dans les combats de jungle du Pacifique, elle accomplit quelque chose de remarquable. Plus de 6,1 millions produits par 10 fabricants allant de Winchester à IBM et la société de jukebox Rock-Ola, prouvant que la mobilisation industrielle totale fonctionnait. M11 Paratrooper Carbine. La campagne des troupes aéroportées donna aux 82e et 101e divisions aéroportées une arme avec laquelle ils pouvaient réellement sauter. Elle disposait d'une crosse pliante en fil métallique avec poignée pistolet et coussin de joue en cuir, permettant de se replier à seulement 64 cm pour les sauts en parachute. Malgré sa production limitée d'environ 140 000 unités par Inland Manufacturing, les parachutistes portèrent cette arme dans le ciel nocturne au-dessus de la Normandie et de la Hollande, en faisant une icône des opérations aéroportées. M2 Carbine. Le premier fusil d'assaut américain arriva tard à la fête mais fit une entrée remarquée. Elle disposait d'un mode de tir entièrement automatique à 750 coups par minute avec de nouveaux chargeurs courbes de 30 cartouches banane, permettant un tir de suppression soutenu qui changea complètement le rôle de la carabine. Arrivant trop tard pour la plupart des combats européens, elle déversa une puissance de feu dévastatrice lors des combats nocturnes à Okinawa, représentant l'évolution de la doctrine d'infanterie en temps réel. M3 Carbine. La chasseuse nocturne transforma l'obscurité en avantage américain, avec une technologie qui semblait de la science-fiction. Elle disposait du révolutionnaire système infrarouge actif de vision nocturne,
Sniper Scope, avec un sac à dos de batterie lourd permettant aux forces américaines de voir et d'engager les infiltrateurs japonais dans l'obscurité totale. Malgré sa nature encombrante, elle représenta environ 30% des pertes d'armes légères pendant les combats nocturnes à Okinawa. Les soldats ennemis ne savaient jamais ce qui les frappait. Passons maintenant aux fusils de précision, construits pour exceller dans le tir de précision à longue distance et les opérations de tireurs d'élite. M1903A4. Le fusil de sniper dédié de l'armée mit les tireurs d'élite américains au combat avec une précision standardisée. Il disposait d'un M1903A3 modifié avec tous les organes de visée métallique retirés et équipé d'une lunette commerciale Weaver 330C, offrant un grossissement de 2,5x sur un montage Redfield, permettant un engagement efficace au-delà des portées d'infanterie standard. Le faible grossissement comparé à l'optique allemande n'avait pas d'importance. Il était robuste, fiable et disponible, avec environ 28 000 transformant des fusiliers moyens en sniper. M1903A1, une RTL. La légende du corps des Marines incarnait la philosophie « un tir, une mise à mort » de l'USMC dans le Pacifique. Il disposait d'actions M1903A1, National Match, sélectionnées à la main surmontées de longues lunettes tubulaires, une RTL 8X, montée sur des bases à ressort de recul externe, permettant des engagements jusqu'à 900 mètres avec une clarté exceptionnelle. Fragile et sensible au sable et à l'humidité, certes, mais entre les mains des scouts snipers des Marines, cela assurait une précision qui terrorisait les officiers japonais au point qu'ils refusaient de se montrer. M1C Garand Sniper. La solution semi-automatique tenta de marier la puissance de feu du Garand avec la précision de Sniper. Il disposait d'un support de lunettes latérales Griffin & Howe, nécessitant que le boîtier soit percé et taraudé avant le traitement thermique, permettant une lunette 2,5 M81 ou M82, sans interférer avec le système de chargement par le dessus. Seulement 7 971 produits pendant la Seconde Guerre mondiale, et arrivant trop tard pour un service européen significatif, mais il posa les bases de chaque fusil de sniper semi-automatique qui suivit. M1D Garand Sniper. Le sniper simplifié régla le cauchemar de production du M1C avec une ingénierie élégante. Il disposait d'un support de lunettes intégré dans un manchon de canon spécial plutôt que dans le boîtier, permettant de convertir n'importe quel Garand simplement en changeant le canon. Aucun usinage complexe requis. Standardisé en septembre 1944, mais trop tard pour les combats de la Seconde Guerre mondiale, il devint le fusil de sniper principal de l'armée tout au long de la guerre de Corée et au début du Vietnam, prouvant qu'une bonne conception survit aux guerres individuelles. Un autre groupe clé était les conceptions spécialisées et alternatives, spécialisées dans le remplissage de niches opérationnelles uniques. Johnson, M1941. Le chemin non emprunté représentait ce qui aurait pu être si l'armée avait choisi différemment. Il disposait d'une action à recul court avec un chargeur rotatif de 10 cartouches, qui pouvait être complété à tout moment avec des clips de 5 cartouches, permettant plus de flexibilité tactique que le système fixe de 8 cartouches du Garand, plus il se démontait en 2 parties pour le transport par les parachutistes. Rejeté par l'armée mais adopté par les Marine Raiders et Paramarines, environ 750 virent le combat pendant la campagne des îles Salomon avant que la standardisation ne l'emporte sur l'innovation. Winchester Model 70. L'arme de précision non officielle montra que parfois, le meilleur fusil militaire est un très bon fusil de chasse. Il disposait d'une précision de verrou de qualité commerciale chambrée en .30-06 et équipé par les armuriers d'unité avec des lunettes Unertel ou Lyman, permettant une précision exceptionnelle à longue distance. Jamais officiellement standardisée, mais les snipers des Marines l'utilisèrent pour des tâches spécialisées, comme l'élimination de mines flottantes et le tir à très longue portée dans le Pacifique. Quand vous aviez besoin du meilleur tir absolu, vous preniez le modèle 70. Raising Model 60. Le gardien d'usine remplit un rôle que la plupart oublient, protéger le front intérieur. Il disposait d'une conception à verrou fermé en .45 ACP dans une configuration de fusil avec un canon de 18,25 pouces, permettant une défense plus efficace que les pistolets pour les gardes d'usine et la police.
Production limitée d'environ 3200 unités, mais chacune protégeant une usine d'armement ou un pont ferroviaire libérait une M1 carbine pour les lignes de front. La mobilisation totale signifiait que chaque arme avait un travail. Winchester modèle 1895. Le dernier recours à levier tira une conception du XIXe siècle dans le service du XXe siècle. Il disposait d'une action à levier archaïque avec chargeur vertical en calibre comme .30-40 Krag ou 30-06, permettant un déploiement rapide des stocks obsolètes. Les patrouilles côtières le portèrent en surveillant les saboteurs. Pas glamour, mais quand vous scrutez des plages sombres à la recherche d'agents ennemis, n'importe quel fusil vaut mieux qu'aucun fusil. Winchester modèle 71. Le Special Alaska allait là où peu d'autres fusils osaient. Il disposait d'une construction robuste à levier chambré exclusivement pour la puissante cartouche. 348 Winchester, conçu pour le plus gros gibier d'Amérique du Nord. Achat militaire extrêmement limité, mais les unités opérant en Alaska et dans le nord-ouest du Pacifique avaient besoin de quelque chose qui pouvait arrêter un grizzly, chargeant aussi facilement qu'il pouvait signaler à l'aide. Le modèle 71 livrait. Nous nous tournons maintenant vers les fusils d'entraînement, essentiels pour développer les compétences de tir sans consommer de munitions de combat. Springfield M1922. L'entraîneur d'officiers apporta une précision de niveau match à l'entraînement en .22 LR. Il disposait d'une conversion directe de l'action M1903 avec une précision de niveau compétition, permettant un entraînement avancé au tir et des compétitions interarmées. Trop cher pour l'entraînement de masse, mais il bâtit les compétences fondamentales qui transformèrent les officiers en vrais tireurs. Vous ne pouvez pas diriger des fusiliers si vous ne pouvez pas les surpasser au tir. Mossberg, 44 US. Le cheval de labour de l'entraînement transforma des millions de civils en tireurs avec un budget limité. Construction simple à verrou avec une crosse en bouleau et un pontet en plastique. Rien de fantaisiste, mais environ 70 000 unités enseignèrent les compétences de tir fondamentales à des centaines de milliers de recrues. Tous les fusils n'ont pas besoin d'être des chefs-d'œuvre quand ils apprennent à un garçon de ferme comment presser correctement une gâchette. Remington, 513T Matchmaster. Le standard de compétition éleva l'entraînement à des niveaux de championnat. Construction de cibles lourdes avec des viseurs micrométriques permettant des compétitions de tir interarmées qui maintenaient les standards de temps de paix pendant la guerre. Spécialisé, certes, mais les meilleurs tireurs avaient besoin des meilleurs outils, et le 513T livrait une précision qui se transférait directement à l'efficacité au combat. Winchester modèle 75. L'entraîneur de précision économique prouva que vous n'aviez pas besoin d'un modèle 52 pour former d'excellents tireurs. Version simplifiée du légendaire fusil de cible Winchester, environ 16 000 servirent le gouvernement en livrant de solides performances d'entraînement à une fraction du coût. Un approvisionnement intelligent signifiait équilibrer qualité et quantité. Le modèle 75 atteignit ce point optimal. Stevens 96. Un autre spécialiste de cibles lourdes ajouta de la profondeur à l'arsenal d'entraînement. Construction de fusils de cible de précision pour le développement avancé du tir, permettant un entraînement complet sur plusieurs plateformes de fusils. Documentation limitée qui survit, mais il contribua à la base industrielle diversifiée qui rendit l'entraînement américain si efficace. Enfin, les armes de soutien, créées spécifiquement pour des rôles au-delà du combat d'infanterie standard. Remington modèle 11. L'entraîneur au fusil de chasse enseigna aux futurs mitrailleurs aériens l'art d'anticiper les cibles mobiles. La conception à long recul. Auto 5 de John Browning, sous forme de fusil de chasse semi-automatique, permettait aux mitrailleurs stagiaires de s'entraîner au tir au pigeon d'argile et au ball trap avant de monter dans un B-17 et d'affronter des chasseurs ennemis. Une arme de sport enseignant des compétences létales. L'entraînement créatif à son meilleur. Remington modèle 881, Woodsmaster. Le fusil de sécurité apporta la puissance de feu semi-automatique à la défense intérieure. Fonctionnement à long recul en calibre comme .30. Remington et .35 Remington arma les forces de défense intérieure et la police quand tout le moderne partait outre-mer. Achats gouvernementaux limités,
Mais chaque fusil de sport gardant une usine de munitions signifiait un M1 Garand de plus sur un navire de transport vers l'Europe.